peut-être quand même, quand je serai tout seul tout à l'heure à continuer de parler, je parlerai des tablettes d'argile, mais seulement quand je serai tout seul. Mais c'est-à-dire dans cette première figure du rapport extérieur au monde, la notion de récit n'a jamais été en elle-même une figure disposant d'une prérogative ou d'un statut supérieur hiérarchiquement aux autres modes de représentation. Par exemple, si on va comme ça dans les trucs les plus ancestraux, on disait par exemple il y a encore une dizaine d'années que dans les schémas d'invention de l'écriture, il y avait d'abord eu les comptes, 4 petits bâtons et puis un petit bâton en travers, ça faisait 5, puis qu'après était venu le signe. C'est-à-dire que dans ces tablettes de compte, on trouvait d'autres tablettes où il y avait soit une petite silhouette anthropomorphe, et ça voulait dire ça c'est des mercenaires ou des esclaves, où il y avait un gros sac, un gros rond et puis un petit rond, et ça voulait dire sac de céréales et marchandises. Et on se disait, à ce moment-là, le signe en mimant la chose qu'il représente permet de développer une écriture iconique, comme les premiers états comme ça des écritures mésopotamiennes, disons de moins 3200 jusqu'à vers moins 2500. Vous voyez, je vais quand même parler des tablettes d'argile. Et dans ces 700 ans comme ça d'écriture, mais une période qui a duré beaucoup plus longtemps dans l'écriture égyptienne, rappelez-vous les pyramides avec les petits bonshommes comme ça, et puis les signes qui représentent ce truc-là, mais aussi encore beaucoup plus longtemps dans les kanji de l'écriture chinoise, qui représentent eux aussi, dans leurs petits trucs comme ça, il y avait 2500, je crois, kanji dans l'écriture chinoise, il y en a 400 dans l'écriture japonaise, parce que dans ces 2000, ce vocabulaire de choses à représenter, là je zappe. Non mais, excusez-moi, sur quoi j'étais parti là sur ce truc que dans notre rapport au monde, voilà, on disait que dans l'invention d'écriture, il y avait eu les signes, et il y avait eu ces bâtons, le compte, la comptabilité, et puis le signe était venu pour désigner à l'extérieur se représentait le compte. Aujourd'hui, bon, des archéologues en travaillant plus, dire, vous savez, les maisons babyloniennes, elles avaient des terrasses, et ils mettaient des escaliers. Les escaliers, c'était fragile. Donc, quand on avait fait leurs comptes d'esclaves ou de sacs ou de machins comme ça, ces tablettes de comptabilité restaient séchées et elles servaient de matériaux de construction. Ce qui fait qu'effectivement, on en découvrait des milliers. Pourquoi ? Parce qu'elles servaient de matériaux pour faire les escaliers qui montaient aux terrasses. C'était uniquement ça. Par contre, les premières écritures, les premières tablettes qu'on connaisse, c'est d'abord le sceau, l'empreinte du sceau, celui qui est dépositaire par son corps de l'empreinte de celui qui dispose comme ça de l'anneau lié à son corps, étant porteur du sceau durci, peut aller exercer à distance, c'est ces choses-là pour nous de circulation, de diffusion, comme elles trouvent déjà leur premier vocabulaire, exercer l'autorité ou prendre la ville, etc. etc. Et les cartes, comment on prenait une décision avec les devins qui, on exerçait, si on sacrifiait un enfant ou un animal, peu importe, c'est toujours mieux avec les enfants, même dans nos civilisations à nous. Et puis, ensuite, une interprétation porte toujours à, évidemment, discussion et contradiction. En général, c'était le foie, qui était le lieu, évidemment, comme chacun sait, de l'âme, des pensées, de tous ces machins-là. Quand on a mal au foie, ça ne va pas. C'est bien la preuve. Et le cerveau, c'est rien, quand on le casse et qu'on l'ouvre, on sait faire des trépanations, mais à l'intérieur, il y a une espèce de mousse à raser. Franchement, comment voulez-vous que ça serve à quelque chose, cette espèce de mousse à raser qu'on a là derrière. Donc, on ouvre le foie, on le coupe en deux, et ça, le foie, ça ne se préserve pas. En quelques heures, c'est foutu. Donc, on fait très vite une carte du foie. Et ces cartes, précisément, sont porteuses de l'instance de décision, la guerre, la migration, la moisson, etc. etc., etc. Ça, donc, on s'en fout de ces trucs-là en tant que tels, mais vous voyez, dans ce vrac comme ça qui nous préoccupe, le fait que l'image soit antérieure, la fixation de l'image sur des supports soit antérieure à l'écriture, en gros, ça aussi, c'est des choses qui juste quelques années qu'on commence mentalement à les réappréhender. Pourquoi c'est fascinant les tablettes d'argile, je reviens à mon iPad, comment ça se forme ? On prend à la main un bâton, on l'écrase à peu près comme ça fait un truc qui est vaguement circulaire, mais qui est épais, et donc l'écriture, elle s'enroule autour.
Donc, par exemple, cette notion-là de trace comme ça de l'écriture continue qui s'enroule, si elle s'enroule, elle ne peut pas supporter de blanc et de trait. Vous seriez perdu. Par contre, après, quand on commence à avoir massivement des fabrications de tablettes, on les moule. Quand on les moule, elles sont plates et plus fines. À ce moment-là, il y a un bord. Et à ce moment-là, on écrit comme ça sur une seule face et on retourne l'autre face. Bon, après, il y a plein d'autres et d'autres trucs. Mais par exemple, cette notion, là aujourd'hui, par exemple, ces discours qu'on a sur la notion de rapidité, est-ce qu'on lit aussi bien sur des appareils numériques dans la mesure où on est habitué à lire énormément de documents et les lire très vite? Sans doute dans un jeu, chaque fois je fais des lumières, comme ça c'est génial. Comment l'écriture est passée d'iconique à syllabique? Ça c'est au moment de Botero, mais c'est peut-être Italo Calvino qui fait le plus beau texte là-dessus. On savait faire de plus en plus de tablettes, on savait raconter de plus en plus de façon complexe des légendes, par exemple Gilgamesh, et ça prend un temps énorme. Donc ils simplifient l'outil, un outil qui devient non plus un dessin compliqué, mais qui est toujours l'apanage du scribe, mais un outil qui est simplement avec une fonction binaire, c'est-à-dire si j'appuie verticalement, il y a le petit triangle du bout, si je l'appuie horizontalement, enfin à l'oblique, j'ai un trait. Donc dans le binaire triangle-trait, à ce moment-là, je peux symboliser les dessins, j'avance beaucoup plus vite, et à ce moment-là, l'écriture iconique devient une écriture syllabique, en Mésopotamie. Et vous voyez, c'est ce genre de changement, par exemple, avec quelque chose qui peut paraître a priori une technologie. J'ai le biseau avec son bec comme ça, effilé, et puis triangle trait. Quelque chose représente une simplification, quasiment une barbarie par rapport à l'usage dominant. Vous la retrouverez par exemple chez Flaubert, qui toujours avant d'écrire un chapitre, taille ses plumes doigts à la main. Quand il part faire son voyage en Égypte, il emmène 120 plumes doigts taillées à la main. En tant que tel, ça n'a pas d'importance, mais la lettre où il prend sa colère contre ceux qui utilisent des plumes en acier, parce que ça va tuer l'écriture. Je reviens à mon iPad. Dans ces histoires de posture, par exemple, dans le lit, c'est insupportable. C'est trop lourd. On ne va pas vous raconter mes nuits au lit, on n'est pas là pour ça. Mais en même temps, contrairement à ce machin-là, qui prend sa lumière du dehors et vous présente comme le livre, un truc en gros noir, mais qui n'est pas complètement noir, sur du blanc qui n'est pas complètement blanc. Là non plus, c'est pas du complètement blanc et c'est du pixelisé aussi, mais l'appareil produit sa propre lumière. Vous pouvez la régler. Ça veut dire que la notion, par exemple, de lampe et la notion de lumière, y compris dans ses aspects religieux, par exemple, toutes les représentations qu'on connaît de Saint-Augustin, la lumière divine apparaît par la fenêtre, passe sur la main de Saint-Augustin, pas lui, mais son écriture est en charge de quelque chose qui le dépasse en tant qu'auteur, parce que la lumière divine rejoint sa main à l'endroit où elle écrit, et non pas à l'endroit... peu importe, et puis vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette idée-là, comme ça, de la lumière, vous allez la retrouver dans les peintures de Georges Latour, et puis vous-même, en tout cas dans tous nos âges de formation, pour lire ça, il nous faut une bougie ou une ampoule. Fabuleux, par exemple, la période dans les années 1920, où les marchands de bougies et de lampes font des articles dans les journaux pour dire ne prenez pas des ampoules. La lumière de la bougie et de la lampe à huile est une lumière vivante depuis des milliers d'années. Si vous lisez avec une ampoule la lumière fixe d'une ampoule électrique, la littérature sera plus vivante. En même temps, qu'est-ce qu'il y a de fascinant dans Rabelais, pour ceux qui le pratiquent? C'est que la notion de lecture n'est pas une notion intérieure. Le livre, c'est ce que celui qui le prend en main lit pour les autres. La lecture silencieuse, justement, c'est Saint-Augustin qui parle le premier de son maître, Ambroise, qui était réputé en Italie parce que, grand penseur, il lisait silencieusement. Et à l'époque, donc on est, je n'allais pas dire des grosses bêtises, mais en 1700, Rabelais meurt en 1600, quand Giordano Bruno est brûlé en place vive à Rome, donc longtemps après Saint-Augustin, dans les motifs d'hérésie, il y a écrit «
il lisait sans remuer les lèvres. Ça veut dire que nous, dans l'histoire comme ça, qui remonte à moins 3200 du langage écrit, la notion comme ça de lecture silencieuse, ben, elle a 500 ans, c'est tout. C'est rien à l'échelle historique. Et en même temps, dans cette pensée, par exemple, y compris dans nos cultures populaires, la façon dont l'oralité a toujours été aussi un vecteur déterminant pour le conte. Là, je ne vais pas m'embarquer dans tous ces trucs. Et revenir un petit peu à mes axiomes, et même peut-être à Beckett, etc. Mais en même temps, donc la fonction, là aussi, vous voyez la différence, de dire je ne vais pas à ce truc-là pour moi m'enfermer et lire seul, c'est pas un écart, c'est je prends ce truc pour que dans le moment qu'on partage ensemble, je lise à voix haute. Et la composition de Rabelais, son récit, c'est faire que sans arrêt les ruptures de statut, de langue d'énonciation font que du fait que vous lisez, pas que je m'embrouille comme ça, mais il y a un endroit comme ça dès le départ. Il raconte les géants, vous savez, qui sont... le premier, celui qui avait le membre, on appelle laboureur de nature, était si long qu'il redoublait à 5 ou 6 fois par le corps, et s'y fut en point et eut vent en poupe. L'épaulé était comme l'ensugeante à la quintaine, et les femmes disent que de ce temps, elles se lamentent continuellement qu'il n'en est plus comme de ce temps, etc. Puis après, il fait une énumération pour arriver à poser que ces géants, la preuve que Pantagruel existe, c'est qu'il est déjà dans la Bible. Et donc il décrit les géants de la Bible après qu'Abel eut tué son frère Caïn, l'année fut si très fertile qu'il poussa de grosses nefs, et que tous ceux qui en mangèrent eurent encore beaucoup d'accidents, etc. etc. Et arrive au point, donc, et le géant, et le premier fut Chalbrod, qu'engendra Farebrod, qu'engendra qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge, qu'engendra Atlas, qui avec ses épaules garda le ciel de tomber, etc. Et ce truc... J'entends bien que lisant ce passage, vous faites en vous-même un doute bien raisonnable, vu qu'au temps de Noé, 7 personnes étaient avec lui dans l'arche, au nombre desquelles n'était point, le dit Urtali, beau mangeur de soupe, qui régna au temps du déluge. Mais parce que je n'étais pas là pour vous en dire à mon contentement, la réponse vous contentera, parce que, après je ne les connais plus par cœur, mais il est que la prise de parole du lecteur devient un élément narratif pour vous imposer que le personnage... Je reviens à mon iPad. Donc là, par exemple, en ce moment, des gros combats. Apple qui a fait du truc, ils veulent faire un petit iPad qui soit du format qu'on puisse emmener dans le lit, mais en même temps, ils ont l'avantage que là, on peut lire dans le noir, mais les autres, la Kobo, Fnac et puis Kindle, par exemple, rajoutent un truc, et maintenant, ils intègrent une petite lumière entre la plaque, entre les deux plaques, la plaque résistive et la plaque d'encre. Donc vous allez avoir un appareil qui va être encore plus bâtard, parce que vous aurez 4 machins, dont la phase, dont l'éclairage inclus. Est-ce que des appareils d'une technologie comme ça aussi bâtarde peuvent survivre? J'en sais rien. En même temps, ces petites plaques comme ça résistives deviennent elles-mêmes d'un rafraîchissement de plus en plus rapide et acceptent la couleur, ce qui fait qu'a priori, d'ici quelques années, on pourra inclure ces petites plaques comme ça, pourquoi pas directement sur un écran d'ordinateur. Vous, chez vous déjà... vous savez que j'ai ces fonctions, je suis sur mon iPhone dans le train, je vois un article un peu long, sur mon onglet j'ai un Instapaper, je clique sur Instapaper, quand je reviens chez moi, que je sois sur l'application Kindle de l'iPad ou que je sois sur le Kindle lui-même, je vais retrouver mes articles comme ça, balayés comme ça au hasard en parcourant le web, directement avec un format livre qui m'en permet la lecture dense. Donc vous voyez, ces usages-là, la frontière même comme ça de la notion de littérature, de la notion de document, dans le rapport que j'ai à la lecture entre l'imaginaire, la consultation privée et l'instance de réflexion, ce chantier-là aussi, quand je parlais là, de déstabilisation au début, de bouleversement comme ça des frontières, la notion même comme ça de livre, de document dans ce rapport de la lecture et de ce qui nous lie au monde par la lecture, lui-même trouve un autre vocabulaire. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Ouais, donc Apple qui a pris du retard.
Amazon là, sort une tablette, parce que lui aussi veut être sur les tablettes, il a choisi de les faire de ce demi-format. À ce demi-format, vous êtes quasiment sur une page de livre, puisque vous savez qu'avec ces machins, vous lire verticalement, il y a un accéléromètre ou horizontalement, ce qui n'est pas non plus sans conséquence pour la littérature. Je prends ça, par exemple, un petit truc sur Hopper. Là, je suis dans une composition horizontale, je le présente en double page. Si je le lis verticalement, je suis en page comme ça. Si vous réfléchissez, vous verrez que l'invention de la double page, quasiment, elle date du 19e siècle. La notion de belle page était même antérieure. Mais dans la composition des livres, depuis 300 ans, prenez n'importe quel manuel scolaire, l'organisation des chapeaux, des notes, des petits exercices, avec la composition de l'image comme ça, de l'objet que vous tenez en main pour la lecture, c'est une double page et non pas une page de type codex, rouleau vertical. Mais vous voyez là encore comme ces choses qui a priori semblent basiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir aujourd'hui qu'une encyclopédie, un magazine, un livre scolaire, même un roman avec sa tête de chapitre qui commencera jamais en page paire mais toujours en page impaire, avec les petites marques comme ça de chapitre 5, maintenant si on est en tête de chapitre, on ne va pas mettre la petite en tête au-dessus, que cette composition graphique de la page, on n'a pas besoin de s'en préoccuper, c'est stable. Dans la mesure où c'est bouleversé, ben, tout d'un coup on est forcé de rouvrir. Ce machin-là, donc Apple essaye de faire aussi des trucs plus petits. Prenez par exemple, eux ils font la coupure des mots. Simplement, la coupure des mots, quand vous la regardez sur un iPad, ils ne savent pas développer des algorithmes qui, par exemple, font ce que le logiciel Word ou le logiciel InDesign sait très bien faire. Mais je ne connais pas de processus de fabrication de livres imprimés qui savent faire aujourd'hui la césure toute seule. C'est même un logiciel le plus perfectionné comme InDesign, quand vous reprenez la dernière passe, c'est vous qui allez dire tiens, ben, si 3 lignes plus haut je coupe ce mot-là, là ces coupes elles vont s'harmoniser plus. Vous savez que si vous pouvez avoir 2 coupes successives dans une page, déjà ce ne sera pas très joli, mais on s'interdit absolument de faire 3 coupes successives. Vous ne trouverez jamais de bouquin avec 3 coupes. Bon, peu importe tous ces détails-là, mais cette noblesse-là, il faut aussi... quand vous en discutez avec iPad, écoutez vos trucs de césure, le mec d'Apple, qu'est-ce qu'il répond? Tu comprends, mon petit François? iTunes France, c'est 6% de iTunes international. Et iBooks, c'est 6% de iTunes France. Et puis iTunes international, c'est 6% du chiffre d'affaires. Bon, ben c'est très bien, les gars, on est 6% des 6% des 6%. Est-ce qu'ils vont payer des ingénieurs à faire une césure propre pour le français? Non. Résultat, on a des appareils diffusés comme ça à des millions d'exemplaires et qui font que quelque chose... Pourquoi c'est noble, ces choses-là? Qu'est-ce que c'est la lecture? Je suis venu pour parler de ça, puis vous le savez. Mais en même temps, est-ce qu'on avait besoin jusque-là de le savoir? Qu'est-ce que c'est mentalement la lecture? Vous avez tous vu quelqu'un lire, l'œil balaye sans arrêt. Et vous savez qu'actuellement, même ces choses-là sont très importantes. C'est très récent, par exemple, des très vieilles techniques chinoises travaillant, par exemple, sur des constats que dans les toutes premières phases du sommeil, dans les premières secondes des premières phases du sommeil, le moment de la recollection des fragments du jour, il y a un tout petit instant où les yeux font ça. Et on s'est aperçu que ce moment comme ça du balayage oculaire correspond aux moments les plus intenses du tri mémoriel et notamment du tri pour évincer. C'est-à-dire les souvenirs qui ne vous plaisent pas, ce mouvement oculaire sert à le fiche en arrière. Donc ça n'en sait pas plus. Simplement, vous avez probablement même à Limoges, si vous ouvrez votre annuaire, des thérapeutes, par exemple pour les gens qui ont subi des traumatismes, des violences dans la rue, dans les faits divers. C'est un truc qu'on a mis au point dans la guerre du Vietnam, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais qui fait que si vous travaillez comme ça ces mouvements oculaires, volontairement, vous allez pouvoir travailler avec les victimes d'un fait divers violent ou d'un terrorisme et les aider à ranger leur trauma ou après un accident de voiture, etc. Donc c'est pas si neutre que ça. Comment fonctionne le balayage de l'œil? Vous lisez dans Diderot, s'il y a plus de 60 signes dans la ligne, l'œil ne saura pas appréhender la succession des lignes.
Et donc, prenez la typo de tous les romans ou de toute la fabrication industrielle. Je reviens toujours au seuil, ça c'est un excellent bouquin, c'est le mien, mais ce rapport-là, comme ça, entre la hauteur de page, regardez l'importance que ça a, par exemple, dans les livres 10-18 qu'on avait pour nos livres politiques dans les belles années. Mais on sait que si la ligne comme ça est trop longue, l'œil ne va pas pouvoir appréhender un paragraphe. Je ne sais pas si vous enseignez ou quoi, moi j'enseigne pas, mais je fais des ateliers d'écriture. Je suis sans arrêt confronté à des étudiants qui écrivent sur des formats horizontaux. Format de tous les petits ordi portables, qui est un conditionnement 16:9, parce que ce qu'il s'agit, c'est de leur vendre de la vidéo, parce que la vidéo à la demande, et puis la vidéo téléchargeable, même si évidemment ils ne payent pas et qu'ils téléchargent bien plus que moi, c'est ça qui détermine. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais utilisé mon écran d'ordinateur sans redessiner une page de traitement de texte verticale. J'arrive pas à concevoir sans que ça ressemble à une page de livre. Vous savez, what you see is what you get, WYSIWYG, c'est un principe qu'on a. Mais les étudiants, ils écrivent, eux, sur des lignes comme ça. Donc on leur dit, est-ce que tu es sûr de te souvenir de la ligne que tu écris si elle fait la largeur de l'écran? Et en fait, on s'aperçoit que oui, c'est-à-dire que mentalement, quelque chose qui était inatteignable avec le livre, pour eux, c'est la règle, parce qu'ils sont tout le temps, depuis l'enfance, avec les statuts MSN, ou les chats et les machins, et que finalement, la mémorisation de la phrase se fait sur une forme très très longue, que je n'ai jamais vue dans... alors à quoi ça... qu'est-ce qu'ils me font, les étudiants, en ce moment? Maintenant, par exemple, bon, vous savez, il y a eu la période où... taper avec les 2 pouces, comme ça, sur les genoux, en regardant avec un beau sourire, et puis en même temps... connaissez-vous des étudiants quelconques ou nos propres enfants qui ne vont pas vous dire très naturellement, vous recevez un SMS, je ne peux pas te répondre, je suis en cours magistral. Si tu es en cours magistral, tu ferais mieux d'écouter et d'envoyer ton SMS. Oui, mais non, c'est-à-dire que la circulation textuelle, mais l'agora grecque, elle était ça aussi. Et la circulation, donc le défi pour nous posé en atelier ou en enseignement, c'est de dire comment cette circulation de texte permanente, évidemment elle est plus difficile pour moi si je tiens le groupe et que j'essaye de leur faire dire, mais puis évidemment on se fait notre arsenal, on va pouvoir les choper, il y en a 2 au fond qui sont en train de faire les cons, tu tapes le truc, tu retrouves leur nom dans Facebook parce que je ne suis pas leurs amis, tchac, ça apparaît, et mec je suis là aussi, on voit au fond de la salle, ah bon, donc c'est bon, tu étais sur Facebook, mais maintenant tu m'écoutes. Qu'est-ce qu'on a dans les salles de profs? Oui, mais j'ai l'air de m'éloigner, mais en même temps, pour moi, c'est un bloc. Et c'est pas de la plaisanterie, dans la mesure où la question, c'est, dans ma pratique de l'iPad, effectivement, j'ai une dispersion qui peut être posée comme continue. Cette dispersion peut, a priori, si je lis Marcel Proust, mais qu'après mon passage, si j'ai le Pléiade, je vais rester dans le Pléiade. Si en même temps là, j'arrive à ce bout magnifique de Proust avec les abeilles, comme hier soir, puis tu cliques sur le truc, tu attends Twitter, et puis tu vois les copains ce qu'ils font, et dire, ah tu vas à Limoges demain? Ouais mon pote, mais là ça m'empêche pas, etc. Et je reviens à la lecture, mais quand je lis un livre, je suis aussi sensible au ciel, au bruit du vent dans l'arbre, je sais lire, combien de fois on a chacun lu ou écrit dans une terrasse de bistrot, et tout ça. Vous voyez, remettons ce machin-là. Si on en revient à ces étudiants, donc ils ont l'ordinateur dans le truc comme ça. Moi, dans une salle fac de Poitiers, je ne l'ai pas cette année, mais l'an dernier, j'ai un ordi de prof où je vois systématiquement tous les écrans, j'ai en miniature les écrans ouverts sur des 18 ordis des étudiants. Donc je sais ce qu'ils sont en train de faire. Je vois très bien qu'en même temps qu'il y a le cours, il y a la petite fenêtre d'email, la petite fenêtre de Facebook, etc. etc. On coupe le réseau? Ouais, mais bon, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, brouillez la Wi-Fi, vous saurez très bien, on a fait l'expérience. Je suis sûr qu'ils ont tous un petit câble sur le téléphone. Donc, non, mais c'est pas de la plaisanterie. À quel endroit? Est-ce que vous avez vu des gens récemment, comment les types opèrent le cerveau ou opèrent l'avant-hier? Je suis chez un chercheur en imagerie médicale, ou comment on peut se servir des IRM pour projeter en 3D sur l'ordinateur du chirurgien
que le chirurgien, quand il opère via les micro-machins sur un truc du rein et tout ça, sur son ordinateur avec la toute petite caméra qu'il voit, puisse déplacer cet outil-là dans un contexte 3D qui soit personnalisé parce qu'il est basé sur les IRM directement du patient. C'est la fac d'Orsay. Mais prenez un type qui est en train d'opérer du cerveau. D'abord, il n'est pas forcément localisé. Il peut opérer à 400 km ou à l'autre bout du monde, ça n'a pas d'importance. Sur son Mac, il y aura évidemment ce qu'il voit du bout de sa petite sonde. Mais il y aura aussi la liaison, qui n'est pas un Skype, parce que c'est quand même un peu plus sécurisé, mais une liaison audio, parce qu'il saura que s'il sort de la tumeur, le patient ne lui répondra pas logiquement. Donc il va faire les neurochirurgiens opèrent en parlant continuellement avec le patient, et quand le patient déraille sur des opérations très simples, ça veut dire qu'on est sorti de la tumeur. En même temps, il y a les paramètres, pas d'anesthésie parce qu'il n'y en a pas, mais quand même de tension cardiaque, bon, je laisse passer. Sur un écran d'ordinateur d'un chirurgien, vous avez 8 fenêtres. Vous savez qu'aujourd'hui, les types pilotent les Airbus avec un iPad. Est-ce qu'on perd, est-ce qu'on perd pas? J'en sais rien. Mais la question, c'est en quoi, nous, la littérature, on serait dans une expérience différente. L'autre jour, comme ça, donc maintenant, les étudiants, ils ont un truc, c'est que le téléphone, donc ils suivent avec l'ordi, mais le téléphone, depuis 2 ans, est posé rituellement, vous avez dû voir ça aussi là, sur l'ordi, comme ça, dans un coin. Ça veut dire que non seulement ils ont un écran compliqué, mais ils ont les 2 écrans, et que vous enseignez en sachant qu'il y a ça. L'autre jour, j'étais sur Artaud, il y en a un qui m'emmerdait, mais je lui ai dit, écoute, va à la bibliothèque, chacun sait que les bibliothèques, c'est la grande punition. Et moi, j'ai besoin de me concentrer, j'arrive. Le gars, il me répond, mais monsieur, vous n'arrivez pas à faire 2 choses à la fois, vous? Bon, vous voyez, là, pour moi, est une instance du changement, où, comment je reviens à mon truc principal? C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment sûr que l'instance de la littérature, c'est-à-dire l'instance de la réflexion, l'instance de la concentration, l'instance du travail sur soi par le texte, ait besoin forcément de cet isolement un peu religieux, c'est-à-dire de la figure d'Augustin, seul avec sa plume à la main et la lumière divine qui apparaît là. Il faut que je retrouve un peu des pistes, je ne sais même pas à quelle heure il est, tout ça. On a du temps quand même. 15h15, ouais. Ah non, c'était le temple. Vous voyez, c'est du vrac, et en ce moment, il n'y a aucune sécurité, parce que, je vous dis, on a affaire à des géants qui sont dangereux. En même temps, on a affaire aussi... On est capable d'opérations commando chez les géants. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait développer, mais... j'ai dit trop de choses, je ne suis pas organisé dans ma tête, c'est pas le... Ouais, je pourrais tellement m'embarquer. Ce que j'assume en parlant comme ça, en vrac, c'est simplement dire, méfions-nous. En ce moment, quelque chose bouge complètement, qui fait que cette pérennité à laquelle on était habitué, mais qui historiquement fait que ce petit machin n'a rien à voir techniquement avec celui-ci. Je disais, c'était parti sur la lecture. Donc, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'œil, donc, il balaye sans arrêt comme ça, et que de la même façon que dans le cinéma, vous savez qu'on n'a pas besoin d'aller à plus de 12 images par seconde parce qu'on reconstitue un continuum au-delà de 12. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quelle... Les caméras scientifiques peuvent filmer à 300 000 images par seconde pour détecter le boson de Higgs, c'est pas une mesure visuelle, mais on est capable de travailler à cette vitesse-là. La moindre petite vidéo que vous réalisez avec un téléphone, en général, on est à 40-60 images secondes. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour voir un film continu. La lecture, en gros, elle fonctionne à ce rythme, c'est-à-dire l'œil balaye sans cesse, et mentalement, 8 ou 10 fois par seconde, vous faites un espèce de flash noir comme ça qui dispose où sont les signes, à partir de quoi se refait comme ça l'espèce de prononcé intérieur linéaire qui vous donne comme ça peut-être pas le récit, mais en tout cas l'illusion de cette linéarité.
ne faut pas que je déborde, il faut qu'on parle ensemble. Mais où j'assume ce semblant de préface à une introduction d'une conférence possible peut-être un jour sur la mutation du début des années 2010 concernant la lecture, pour moi, je n'ai pas autre chose à dire. C'est-à-dire que on est capable de commencer d'installer des choses merveilleuses. Choses merveilleuses, ça ne veut pas dire que je veux dire qu'on devienne des militants de l'art numérique ou des militants de la littérature numérique, tout ça. C'est dire simplement, attention, parce que comme Madame de Sévigné créait une œuvre littéraire à partir de son échange privé avec sa fille, la littérature, c'est, Maurice Blanchot, le langage mis en réflexion. Nous, où elle est notre réflexion? Sinon, à partir de nos usages. Si nos usages de l'information, il n'y a pas de problème, on a le droit d'acheter des journaux papier, de lire qu'est-ce que c'était bien mentalement pour la concentration, de prendre le train en lisant Le Monde d'un bout à l'autre, y compris les nécrologies, les annonces de thèse, etc. Mais c'est plus comme ça qu'on fait. En même temps, dans le rapport, prenez par exemple cette notion d'image. Pour des gens de ma génération, à l'âge de 20 ans, il y avait combien d'images? Est-ce qu'on avait même des outils pour documenter visuellement notre propre réalité, même si on a la gloire d'avoir traversé mai 68, enfin en tout cas à Poitiers c'était vers 71-72, mais il y était quand même. Mais et aujourd'hui, comment mentalement, dans quel espace des étudiants, vous leur dites t'as combien de photos dans ton téléphone? Moyenne 300-400. En même temps, vous pouvez avoir des surprises complètement énormes. C'est-à-dire, l'autre jour, un échange comme ça dans un CAT où bossent des amis, et une des personnes qui me montre son téléphone, et qui me montre, c'était le chien de sa sœur. Ça comptait beaucoup, le chien de sa sœur. Et moi, je voyais un grand truc vert avec 3 pixels blancs. Donc, la notion comme ça de la représentation, etc., on voyait, on n'est pas parti pour changer là-dessus, mais dans cette collection de photos, le travail comme ça mental, et c'est pas forcément pour autant un travail de documentation, ni un travail de représentation directe d'un élément de réel. Et tous les jours, nous, on est confrontés, il y a encore un mois, il y avait un pauvre dompteur en Russie qui se fait bouffer par un lion. Évidemment, on peut dire que c'est quelque chose de biographiquement rare d'être venir au cirque avec ses enfants, puis voir que le spectacle, c'est que le gars se fasse bouffer. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui circule sur YouTube, où on voit rien, puisque c'est fait avec un téléphone en bout des gradins. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que va circuler à millions d'exemplaires peu importe, on est tous attentifs à raisonner, à critiquer, à analyser ce basculement, mais voilà, moi c'est là mon bouclage, c'est dire si nos usages sont là, si notre rapport au monde est là, y compris dans nos usages privés, c'est-à-dire de remplacer justement que le Facebook, le Twitter servent aussi, y compris dans nos échanges familiaux les plus importants. Comment ces trucs-là pourraient rester à l'écart du lieu où s'inventent les récits? Parce que de toujours, les récits se sont inventés là, et la littérature a trouvé sa fonction là. Qu'elle la trouve en direct. Buffon, s'il décrit les animaux, il ne fait pas de la littérature, il fait de la science. Si une expédition va traverser l'Australie et publie le récit dans le Tour du Monde et fait accompagner ça d'un travail de gravure où l'explorateur raconte au graveur comment c'était et lui montre ses propres crobards, l'image elle est reconstituée dans les sociétés géographiques de Londres ou Paris, mais il n'y a rien d'autre que le récit et la publication du récit pour installer ce truc-là, là où aujourd'hui, cette même fonction, qui est pour nous la plus décisive, connaître ce qu'on ne connaît pas, vous voyez les images envoyées par Mars, qui ne sont pas du tout des images qui nous arrivent sous forme visible, qui sont des reconstructions par analogie visible d'un ensemble de captations qui n'ont strictement rien à voir avec un processus de fabrication d'images. Comment cet endroit-là serait indépendant à notre prise de parole, c'est-à-dire l'endroit où précisément, si la littérature représente une nécessité, ou comme dit Kafka, sauter hors du rang des assassins. On n'est pas des assassins pour autant, mais si on saute hors du rang, ce qu'on emmène avec nous, c'est ces usages-là, en ce moment, où il y a des écrans, où il y a de ces machines. Voilà.
En gros, c'est là où on en est, de notre côté, mais parlons ensemble, ce sera bien. Et je vous assure de répondre en moins de 20 secondes à toute personne. Alors peut-être sur des questions plus pratiques, après cette magnifique intervention sur l'écriture, la littérature. C'est pas facile d'intervenir après. On est complètement paumé. Mais c'est pas mal dans le fond. Est-ce qu'il n'y a pas justement, par rapport à ce que représente l'ordinateur, Internet, et la multitude de choses et d'informations qui s'y trouvent, contenues sur lesquelles on peut aller directement, est-ce qu'il n'y a pas justement là la peur de s'y perdre, ou d'y perdre quelque chose? Et je le rattacherai à autre chose. Est-ce que ça n'est pas une profanation, en fait? Alors, profanation, pourquoi? Si on prend le livre, j'entends pas par profanation quelque chose qui serait désagréable, hein, mais à faire retourner dans le profane. Est-ce que, justement, le livre, moi, je vois bien que le livre, je l'ai abordé comme un objet sacré. La Bible, je veux dire. J'ai des Bibles que je lis pas, peu. J'ai des livres que je lis pas tous, peu. Certains. J'y vais dedans, je m'y promène. Bon. Et je pense qu'il y a là une façon profane, peut-être plus évidente, dans le livre, comment dirais-je, ou l'accès à des lectures qu'on peut trouver Gallica, la Bibliothèque nationale de France, et ainsi de suite. On trouve sur des sites canadiens ou belges des lectures, enfin des livres entiers qui sont extrêmement intéressants. Alors, d'ailleurs, quand on tombe sur un livre comme ça, qui est plein de science, finalement, on va y piquer 3 lignes. C'est pas une profanation, ça? Et est-ce que c'est grave? Est-ce que Montaigne faisait autrement? Peut-être. Alors, voilà, je crois qu'il y a un peu ce passage du sacré au profane, et ensuite, comment dirais-je, alors après, derrière, on sait très bien que derrière la lecture de ce qui se passe sur Internet, il y a aussi l'écriture de qui écrit là-dessus. Est-ce que lui, je peux lui faire confiance? Parce que moi, j'ai besoin, finalement, d'une académie. J'ai besoin d'une université, j'ai besoin de professeurs, dans le fond, un peu. Je vais prendre un exemple d'un auteur. Blanchot, vous en parliez tout à l'heure. Il y avait eu, à l'époque, un article dans Le Monde sur Blanchot. Moi, j'y comprends pas grand-chose, hein, je veux dire, c'est... Mais ce que disait cet article sur Blanchot, je trouvais ça assez étonnant. Dans la bibliothèque où j'étais à Argenteuil, il y avait la possibilité, comme ici sans doute, de dire, tiens, je veux bien ce livre-là. Bon, ce livre-là, je ne sais pas, il m'avait enthousiasmé. Enfin, c'était l'image, plutôt, justement. Non pas le texte, hein, mais la façon dont quelqu'un en parlait. Et je me disais, ce type, ça, faut le lire. Je vais en apprendre, ça va me changer la vie. Je crois bien que ça va me changer la vie. Alors, la bibliothécaire, comment dirais-je, l'avait commandé. Elle m'a même rappelé que je l'avais commandé. Je l'ai pris, j'ai strictement rien compris. Et depuis, j'ai acheté tous les livres de Blanchot. Je veux dire, sans rien y comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Et comprendre quoi? Et prendre quoi dans ces livres? Oui. Ah, mais je suis complètement en osmose avec ça. Par exemple, la notion, le mot écrivain, c'est une invention du XVIIe siècle. C'est très récent. Le fait de donner une symbolique, qui vient principalement par le poète, à la notion d'auteur en général, c'est le 19e siècle, c'est pas moi de lubie à moi, c'est les travaux de Roger Chartier par exemple. Et est-ce que Internet, donc quand vous dites j'ai besoin d'une académie, j'ai besoin de repères, etc., Baudelaire ou Flaubert, ou Lautréamont encore plus, ou Rimbaud encore plus, naissent toujours à côté de ces repères-là. Pour moi, ces notions, par exemple, si on regarde Rimbaud 1870-1871, il ne peut pas payer ses bouquins, il y en a 14 qui viennent, le reste dans l'imprimerie en Belgique.
on les retrouvera plus tard. En 1891, quand il meurt, Verlaine publie les Illuminations dans les Poètes maudits. Rimbaud n'a pas ni participé à son livre, ni lu son propre livre. Il est inventé en gros en 1925 par Breton, et il rentre en 1954 dans les manuels scolaires. Donc ce dépli historique comme ça, je pense que la perte de repères qu'induit Internet, elle est sans doute un changement d'échelle, elle n'est pas forcément un changement pour ce genre de processus. Par contre, dans la mesure où, tout à l'heure je disais, avec ça, je suis propriétaire de la typographie, je compose mon livre. Je peux même le composer au quotidien en choisissant, non pas de lire un journal, mais de revenir chez moi, après avoir fait balayer 20 minutes le web, de revenir avec 7 ou 8 articles que je lirai de façon plus dense. Est-ce qu'il y a besoin d'une notion d'écrivain aujourd'hui pour avoir affaire, par exemple, dans les sites que je suis, il y a un type qui est directeur d'école dans un village inuit dans le Grand Nord, etc. Je ne pense pas que ce gars se prenne pour un écrivain. Par contre, quand il va à la chasse ou qu'il se pose des questions sur l'élève qui n'arrive pas parce qu'il se doute qu'il y a de l'alcoolisme dans la famille, je suis dans un processus qui, moi, m'importe dans le présent et en tant qu'univers d'histoire. Je dirais que pour moi, c'est pas fastoche parce que j'ai 60 balais. J'ai commencé à publier en 82. Ça fait un bout. J'aurais jamais imaginé que ce soit pas stable comme ça. Mais cette notion d'écrivain, quelque part, je sais qu'elle n'est plus pertinente par rapport à... Il n'y a plus de pile.